Bonjour à tous. Merci effectivement d'être venus si nombreux pour assister à une conférence de Patricia Tourangeau qui va nous présenter son parcours assez exceptionnel de journaliste de faits divers qui a passé une trentaine d'années, on peut le dire, à Libération, avant de voguer vers d'autres aventures journalistiques et qui travaille aujourd'hui principalement en freelance sur des docu-fictions et des documentaires. Encore une fois, sur les faits divers, je n'en dis pas plus parce qu'elle va vous présenter elle-même son propre travail. Et donc, je lui laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours au départ. Je suis une journaliste de faits divers. Je me revendique comme une faits diversière. Et je trouve que c'est un terme très noble, contrairement à la version un peu péjorative des journalistes de faits divers. On parle souvent de journalistes qui s'occupent des chiens écrasés, des poubelles de l'information. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que je trouve que c'est une matière profondément humaine, très compliquée à traiter. C'est peut-être, je pense, dans un journal la matière la plus compliquée parce qu'on est à la fois tributaire d'une actualité débordante. Pour avoir travaillé à Libération, donc quotidien national, pendant 29 ans, je sais que nous, les faits divers, c'était pas que les chiens écrasés, c'était aussi un attentat, c'était aussi un tueur en série, c'était un truc énorme, une tuerie au conseil municipal de c'était où de Nanterre, Richard Durn, merci, j'ai un petit trou. Et du coup, il fallait à la fois avoir les bons contacts pour pouvoir relater ce qui se passait à chaud. Et autant vous dire que les procureurs, les flics, les témoins, enfin tout le monde a autre chose à faire que de nous répondre, quoi. Donc il faut être hyper réactif, il faut avoir les bons contacts, les appeler sur leur portable, pas leur prendre trop de temps, aller sur les lieux et pouvoir relater des gros événements comme ça à chaud. Et derrière, il y a des gens. Voilà, il y a des victimes, il y a des gens qui pleurent, il y a aussi la famille du criminel. C'est un truc, mais moi j'adore. Et parfois, je me suis fait claquer la porte au nez, comme à tout journaliste, sur des histoires un peu dures, enfin de crimes. Et en fait, quand les gens voyaient ma tête après, parfois, ils m'ouvraient la porte. Et parce que moi, je leur disais, vous savez, je vais en parler. Les journaux, ils vont en parler des 3 assassinats commis par votre mari. Donc, je sais que ça doit être extrêmement dur. Mais si vous me racontez pas un autre visage, si vous me montrez pas un autre visage, d'autres facettes de votre mari, on va traiter juste l'assassin de 3 homosexuels. Enfin, c'était un policier en plus, un CRS, et qui avait tué 3 personnes dans un sauna gay à Paris. Et donc, sa femme, à la fois découvrait sa double vie et que son mari était un assassin. Et elle m'a répondu pour justement changer l'image de son mari. J'ai dit comme ça, il y aura une autre image. Et donc là, des faits divers, j'en ai fait des centaines et des centaines, des grosses affaires, des petites histoires. Là, je vais me concentrer sur 4 d'entre elles. Donc il y a l'affaire Guy Georges. Guy Georges, donc ce tueur en série de jeunes femmes à Paris dans les années 90. Dont je m'occupe à partir de 97, fin 97 en fait. On apprend, nous journalistes, moi j'apprends déjà par un flic de la brigade criminelle avec lequel je déjeune. Ouais, merci. Je déjeune avec lui. Et il me dit, oh là là, on a pris une affaire, là, un assassinat de Magali Sirotti, une jeune fille dans le rue Haute-Poule, dans le 19e à Paris. Et c'est atroce, la scène de crime est atroce. Et tu sais, Patricia, on pense que c'est lié à d'autres crimes commis par un type depuis 1980. Alors, ils en étaient à la fin 94. Et donc, on était 3 ans après. Et là, je lui dis, mais il faut le raconter tout de suite, ça. Faut le raconter tout de suite. Il me dit, attends,
Nous, on va déjà voir s'il y a de l'ADN, si c'est recoupé. Et si jamais tu le racontes tout de suite, tu nous bousilles notre enquête. J'ai dit, écoute, on en reparle. Donc, je lui demande le maximum d'éléments sur cet assassinat de Magali Sirotti. Et par la suite, il n'y a pas d'ADN qui match avec l'ADN baptisé SK1, parce que c'était le premier ADN d'un serial killer qu'on avait en France. Et ça ne matchait pas l'ADN. Donc il me dit, Magali Sirotti, c'est le même mode opératoire. C'est la manière de découper les sous-vêtements, les soutiens-gorge au milieu, les slips sur les côtés, dégorger enfin, les filles avec un opinel. Il me dit, tout ressemble, on n'a pas d'ADN, mais c'est probablement lui. Et donc, moi, je suis dans les starting blocks et j'attends pour pas... Je veux pas bousiller leur enquête. Je suis citoyenne avant tout. J'ai pas envie qu'un tueur en série continue à égorger des nanas dans Paris. Il y a... moi-même, j'avais la trouille. Enfin, ce flic, il me disait, fais gaffe à un truc. Quand tu rentres chez toi, le soir, tu tires ta porte cochère. Vite. Tu attends avant de rentrer chez toi qu'elle soit vraiment fermée. Et pareil pour après la porte de ton immeuble. Parce que ce type-là, il s'engouffre vraisemblablement derrière des nanas. Et on a remarqué sur les autres crimes que la plupart du temps, ce sont des portes cochères qui mettent beaucoup de temps à se fermer. Donc déjà, voilà. Mais ça, personne ne sait à l'époque qu'il y a un tueur en série. Jusqu'au moment où une mère de victime, Anne Gauthier, contacte Le Parisien et contacte Libération. Et elle dit, voilà, moi, ma fille a été tuée en juillet 95 par un tueur en série. À la crime, on me dit que c'est pas un tueur en série, mais moi, je sais qu'il y a d'autres cas et que c'est le même ADN. Donc, pour moi, il y a 3 cas, donc c'est un tueur en série. C'est tabou à la crime. Les enquêteurs m'ont demandé de garder le secret pendant des années. Donc, ça fait 2 ans que je garde le secret. Maintenant, j'ai découvert qu'il y a une jeune fille assassinée qui s'appelle Magali Sirotti. Et là, qu'il vient d'y en avoir une autre, en novembre 97, Estelle Magde. Et elle dit, je suis persuadée que c'est le même. Je suis allée voir la maman de Magali Sirotti, parce que je suis persuadée que c'est le même s'il n'y a pas l'ADN. Et moi, je trouve que je leur ai donné suffisamment de temps de confidentialité pour leur permettre d'enquêter à la crime. Et maintenant, moi, je me fais un devoir d'alerter les jeunes femmes dans Paris qu'il y a un type en liberté qui tue des jeunes filles. Et donc, Anne Gauthier, on lui fait une page dans Libé. Et là, la crime, ils sont fous de rage, la police judiciaire de Paris, ils sont outrés du fait qu'on sorte ça, et Le Parisien, et Libération, et le Nouveau Détective derrière. Mais elle fait son job. Du coup, la police a été obligée, la préfecture de police, du coup, sort un portrait robot du tueur, du coup, fait un appel à témoins, du coup, c'est sûr, il y a une psychose dans Paris à ce moment-là, parce qu'on sait toutes qu'il y a un type qui se balade entre la Bastille, le 19e, etc. Mais voilà, on a fait... Moi, j'ai pas bousillé l'enquête policière, j'ai ma conscience avec moi. En même temps, voilà, on a une mère qui rend publique l'affaire, c'est son droit, et nous, on a informé là-dessus. Et donc, cette dame et d'autres parents, enfin d'autres victimes de cette affaire, je vais continuer à les suivre tout le temps. Enfin après, il y a l'appel à témoins. Au bout de 4 mois, en fait, en mars 98, il y a Guy Georges qui est arrêté. Donc là, on découvre un type qui traînait dans les squats, mais qui était considéré par les autres des squats comme le bon copain, le charmant copain. Je vois ses amis, je vois ses petites copines qui disaient mais on avait des relations tout à fait normales. Enfin, voilà. Et c'était Guy Georges. Donc après, il y a le procès en 2001 que je vais couvrir. Et là, c'est un truc de... Enfin, ouais, il y a un truc de fou quand même. C'est qu'il y a un premier cas d'assassinat de Pascal Escarfaille en 91, janvier 91 à Paris, qui n'avait pas été relié aux autres filles tuées dans les appartements et où Guy Georges avait laissé son ADN.
Et puis, il y avait 2 filles tuées dans des parkings aussi, avec le même mode opératoire, sauf que c'était pas dans des appartements, c'était dans des parkings la nuit, dans des voitures, et qui n'avait pas son ADN. Donc en fait, à la fin, il y a les cas de Elsa Benadi et Cathy Rocher, les 2 filles tuées dans les parkings qui sont rapprochées des filles dans les appartements. Il y a aussi le cas de Pascal Escarfaille. Et là, je connaissais l'enquêteur qui est, bon, maintenant je peux dire son nom parce qu'il est à la retraite, Francis Béchet, qui alias Sidney, parce que Sidney Béchet. Et Sidney m'a raconté comment il a fait avouer Guy Georges, alors que lui n'avait pas d'ADN, il n'y avait aucune certitude que c'était le même gars. Et il a fait un truc de fou. Quand Guy Georges est interpellé, Guy Georges refuse de s'exprimer sur les 2 assassinats dans les parkings, parce qu'il avait déjà été extrait de prison 2 ans avant pour ces mêmes meurtres dans les parkings. Il s'en était sorti parce qu'il n'y avait pas l'ADN, donc Guy Georges, c'est pas Einstein, mais quand même, il sait qu'il n'a aucun intérêt à avouer ça. Et ses collègues lui disent, écoute, Sidney, si tu veux prendre ce Guy Georges sur Pascal Escarfaille, on ne sait jamais, tu vois. Et Sidney prépare l'ambiance. Et donc, dans son bureau, il met une petite lumière tamisée, il met une musique du jazz, d'ambiance. Et il accueille Guy Georges, il le fait démenotter immédiatement, il l'installe pas tout de suite à la table d'interrogatoire, mais sur le petit canapé du truc. Il lui demande s'il veut un whisky, ce qui est à peu près interdit. Mais bon, voilà. Et il détend l'ambiance. Parce que Sidney dit, si je l'accueille comme l'ennemi public numéro 1, bah autant vous dire qu'il ne va pas me parler. Donc, il faut que je noue le contact. Et effectivement, ça a marché. Et Guy Georges, après, donc, passe à la table d'interrogatoire et lui révèle absolument tous les détails de ce crime sur Pascal Escarfaille. Et c'était le premier qu'il commettait. Il avait violé une jeune femme à Nancy, il avait pris 10 ans de prison. Là, il était en permission de sortie et il était venu dans le quartier de Montparnasse à Paris. Il avait regardé des films, plein de films dans le quartier de Montparnasse. Et à la sortie, il était allé boire une bière place Edgar Quinet. Et c'était l'hiver, et il était dans la vitrine, en fait, l'espèce de véranda, en fait. Et dehors, il voit passer une jeune fille blonde, magnifique, habillée tout en noir. Et elle avait une tenue très classe, parce que l'après-midi, elle était allée à un entretien d'embauche. Et il la voit passer, et là, il flash, dit-il. Il sort, et alors, un truc qui aurait pu changer toute la face du monde et la vie, enfin... Pascal Escarfaille ne serait pas morte si Guy Georges n'avait pas réussi à payer sa bière avant de sortir. En fait, tout de suite, il voit la blonde passer, il appelle le serveur, il paye sa bière, le serveur vient tout de suite. Et ça a halluciné Sidney, parce que Sidney lui dit, mais en fait, si le serveur vient pas à ce moment-là pour encaisser, vous faites quoi ? Il dit, j'aurais attendu. Et puis ça aurait été une autre. Et là, Sidney m'a dit, mais enfin, ça a changé sa vision du monde à Sidney d'entendre des choses pareilles, quoi. Et donc cette histoire aussi, je dois dire pourquoi je l'ai choisie, parce que Fayard, mon éditeur, m'avait demandé soit un bouquin sur, c'était sur Fourniret, soit sur Fourniret. Soit, enfin, il voulait un document, mais qui relève du polar noir, en fait. Et moi, Guy Georges m'intéressait beaucoup plus que Fourniret. Fourniret, j'ai suivi, mais franchement, j'ai cohabité avec Fourniret pour un livre pendant 6 mois ou 1 an. Je m'en sentais pas capable. C'est le pire qu'on ait. Hein. Franchement, au niveau de la perversion narcissique, Fourniret, c'est le top du top. Guy Georges, il est pervers narcissique. Mais Guy Georges, il a une enfance qui, quelque part, m'a un peu touchée. Et j'ai mon empathie et ma sympathie va évidemment d'abord aux victimes, parce que je les ai vues, les photos de scènes de crime. Franchement, enfin, j'en ai rarement vu aussi atroces que ça. Et on sent que Guy Georges, il passe 2 heures avec elle. Voilà,
Ah ouais, il avait dit quelque chose aussi à Sydney qui était hallucinant. Pascal Escarfaille, quand elle est retrouvée morte, donc son corps sur le lit, elle a la bouche entrouverte. Et il y a des traces d'adhésif. Hein, il les bâillonnait, les filles, avec de l'adhésif. Et Sydney s'est toujours demandé ce que Pascal Escarfaille pouvait avoir dit, son dernier mot, en fait. Et quand il a Guy Georges en face, il lui dit mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, Pascal Escarfaille, à la fin? Et Guy Georges lui raconte, il dit à un moment donné, l'adhésif sur sa bouche s'était décollé et j'avais commencé à lui porter un coup à la gorge. Et là, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me tues ?» Mais ça, d'avoir les derniers mots d'une victime, par son assassin, c'est un truc incroyable. Et ce qui est dingue aussi, c'est que la famille Escarfaille était pas contente, mais ils avaient besoin de savoir eux aussi quels avaient été les derniers mots de leur fille ou de leur sœur, quoi. Et donc, voilà, dans l'enfance de Guy Georges, j'ai trouvé quand même de la matière, hein, parce que, voilà, il est abandonné tout bébé, il est trimballé par sa mère, Hélène Rampillon, qui était une serveuse de bar au Bouchon, à côté d'une base américaine à Marly-le-Roi, et qui avait eu cet enfant, en fait, avec un GI américain qui était cuisinier sur la base et qui était déjà marié aux États-Unis. Elle ne le savait pas et donc elle se retrouve avec un enfant qui est le deuxième, en fait. Et elle essaye d'aller le porter à ses parents en Anjou. Et ses parents disent Hélène, attends, on a déjà ton premier fils. On ne va pas prendre le deuxième. En plus, le deuxième, il est noir. Donc, c'était une famille de militaires un peu stricte et ça passait pas bien. Et donc, Hélène Rampillon essaye de trouver une nourrice. Voilà, elle colle l'enfant chez une nourrice. Et puis, enfin, le bébé, il a quelques jours. Et puis, elle paye pas la nourrice. Voilà. Du coup, c'est une autre nourrice. Et puis, en fait, ce qui est franchement dégueulasse, faut le dire comme ça, c'est que, moi, je peux comprendre une mère sans revenus, sans rien, dans la misère, qui abandonne son enfant, même si c'est dur. Mais elle, ce qui est trop dur, c'est qu'elle l'a de fait abandonné, mais elle refuse de signer les papiers d'abandon. Et donc, ce gamin, il ne peut pas être adopté. Et en fait, elle signe les papiers d'abandon quand il a presque 6 ans. À 6 ans, quand on te dit écoute mon petit bonhomme, tu t'appelais Guy Rampillon, maintenant on oublie ça, hein, tu t'appelles plus Rampillon du tout, on va prendre ton deuxième prénom, donc c'est Georges, tu vas t'appeler Guy Georges. Alors ok, t'es toujours né le 15 octobre 62, mais t'es plus né à côté de Marly-le-Roi, t'es né à Angers. Un gamin, je suis désolée, à 6 ans déjà, on comprend ce qui se passe. Et donc, voilà. Les psys expliqueront. Il va être recueilli, pas adopté, mais recueilli par une famille d'accueil qui a déjà beaucoup d'enfants de la DAS. La famille Morin, qui a déjà, ils ont déjà 6 ou 7 enfants et ils en ont 6 ou 7 de la DAS à élever en même temps. Donc, Madame Morin, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, mais c'était l'époque, c'était un peu l'élevage en batterie des gamins de la DAS, comme ça on les plaçait dans des familles. Donc, les Morin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et Guy Georges adore Madame Morin. Pour elle, c'est sa vraie mère. Mais bon, elle faisait comme elle pouvait. Et puis, ça allait à la baguette, parce qu'on ne peut pas s'occuper d'autant d'enfants et leur donner de l'amour, voilà. Et Guy Georges, à l'âge de... Il avait quel âge la première fois ? Il a 14 ans. Quand il a 14 ans, il a... 14 ans. Il a agressé une de ses sœurs de lait, mais c'était sa préférée en plus, qui était une handicapée mentale, Roselyne, et un soir, et il n'a jamais pu expliquer pourquoi. Il l'a attendue quand elle allait porter les poubelles au dépotoir, et puis il a essayé il est sauté dessus, et il a essayé de l'étrangler. Et après, là, en fait, il a fugué. Il est parti pendant 2 jours.
Et les Morins, quand il est revenu, en fait, étaient tellement contents de le récupérer que il n'y a pas eu vraiment de punition. Il n'y a pas eu... on ne fait pas ça. Enfin, c'est mal, la DAS n'a même pas été prévenue. Et Guy Georges, 1 an et demi après, il a recommencé, mais avec une sœur de lait qu'il détestait, parce qu'il disait qu'elle jouait la cheftaine à la maison, et dans le grenier, il était en train de nettoyer et tout avec les balais, et il l'a attrapé avec une barre de fer comme ça derrière, et l'a serré, et heureusement qu'elle l'a mordu à la main au sang, et il a été obligé de lâcher. Donc cette histoire, je choisis en 2010, alors qu'il n'y a aucune actualité par rapport à ça, il n'y a pas d'anniversaire du procès ou d'anniversaire de l'affaire. Et moi, je décide de faire Guy Georges la traque et de raconter toutes les facettes de cette affaire dedans. Donc il y a aussi bien un chapitre qui est les ressorts intimes du tueur en série, qui là c'est que les expertises psychiatriques que je développe, que j'analyse. Mais voilà, je choisis de faire ce livre qui au départ marche pas très bien. Et puis, mais moi je marche à l'instinct, c'est-à-dire que je pars du principe, même pour mes lecteurs à Libération, parfois il y a un chef ou un collègue, il me disait mais attends, cette histoire, une autre histoire, hein, tu crois que ça a intéressé les lecteurs? Je dis écoute, moi je pars du principe que si moi l'histoire elle m'intéresse, que je réussis à glaner plein d'éléments et de témoignages, elle intéressera les lecteurs. Et j'ai toujours marché comme ça. Donc Guy Georges, j'en ai rien à foutre si c'est pas commercial. Je m'en fous que le livre se vende pas au début. Et puis après, en fait, il a été adapté au cinéma. Et Frédéric Tellier en a tiré l'affaire SK1, justement, que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'étais consultante sur ce film, en plus de l'adaptation de mon livre. Et donc, je voyais avec lui, avec le scénariste David Olofen, je leur donnais toute la matière. Et après, ils ont bâti leur film pas comme le livre, parce qu'un livre, c'est toujours plus complet, évidemment. Un film, on est obligé de prendre un point de vue. Et il avait un double point de vue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, l'affaire SK1, mais il continue à être diffusé à la télé régulièrement. Et il a pris 2 points de vue. Il a pris le point de vue de Sidney, qu'il a rebaptisé Charlie. Donc le bleu qui arrive à la crime, qui découvre ce dossier de Pascal Escarfaille. Et en parallèle, l'avocate de Guy Georges, Frédéric Ponce, qui est incarné par Nathalie Baye. Et Sidney est incarné par Raphaël Personnaz. Donc c'était un beau casting. Et franchement, le film, à 90%, c'est ça, c'est la réalité, sauf qu'il l'a un peu transcendé et tout. Et donc, moi, j'ai toujours continué. Mes histoires, je les continue pendant des années. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé, je m'arrête plus, quoi. Enfin, donc les gens continuent à m'envoyer des trucs, à m'appeler, bon. Et donc, il y a 2 ans, c'était quand on m'a demandé, j'ai co-réalisé Les femmes et l'assassin pour Netflix. Donc, c'est un film documentaire, mais un peu cinématographique, qui fait 92 minutes, 1h30, comme un film de cinéma. Et là, j'ai pris un autre point de vue. Parce qu'il faut... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de débauche de true crime qui sont racontés à toutes les sauces, avec du gore, avec des reconstitutions dégueulasses. Moi, j'aime pas ça. Et donc, je pense que pour bien traiter une affaire, en tout cas en série documentaire, en série fiction ou un film de cinéma, il faut avoir un regard, il faut avoir un point de vue. Frédéric Tellier, il avait son double point de vue que je partageais, qui était très bien. Là, nous, avec Mona Hachache, ma co-réalisatrice, on a décidé de le faire, de voir cette affaire à travers le regard de 5 femmes. Et du coup, on a la commissaire de police Martine Monteil, qui menait la traque de Guy Georges. On a la mère de victime, Anne Gauthier, évidemment, parce que je l'ai suivie depuis le début. Et on a l'avocate de Guy Georges, Frédéric Ponce. On a une avocate de partie civile de la famille Escarfaille, Solange Doumy, qui, au procès, a fait reavouer, en fait, Guy Georges. Et Netflix, ils ont voulu me mettre dedans, donc la journaliste qui se balade dans les 2 parties du film, parce qu'il y a une partie la traque et une partie le procès d'assises. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que ce qui ressort, je crois, de ce film, c'est que c'est pas Guy Georges le héros.
Les héroïnes, c'est les 4 femmes, les 2 avocates, la commissaire et la mère de victime dans ce film. Et du coup, il a été, Télérama nous a fait une super critique, on a eu des super critiques pour Les femmes et l'assassin, qui est toujours visible sur Netflix, hein, parce que justement, on avait ce regard, et que c'est pas lui qui est glorifié. Parce que là, je trouve qu'il y a trop de glorification des serial killers américains et autres, avec des reconstitutions de crimes. Mais voilà, on peut reconstituer. Alors, pour la deuxième affaire dont je vais vous parler, donc c'est Grégory. Par exemple, Grégory, donc j'ai co-réalisé la série de Netflix en 5 épisodes qui s'appelle Grégory. Sur l'histoire du petit Grégory Villemain, on a fait 5 heures là-dessus. On avait un showrunner qui s'appelle Gilles Marchand, qui est un cinéaste, et on était 4 co-réalisatrices avec lui. Et donc, moi, je faisais à la fois des interviews, l'enquête, j'apportais mes contacts, etc. J'ai fait la moitié des interviews à peu près, et du montage après pour mettre en scène. Pour Grégory, sous l'impulsion artistique de Gilles Marchand, on a choisi de reconstituer la maison des Villemain et la chambre de Grégory pour raconter l'histoire. Mais ça, je l'ai fait, alors je ne suis pas censée le révéler sur les plateaux de télé, mais en tout cas à vous, mais je l'ai fait en accord, en prévenant Christine et Jean-Marie Villemain, avec lesquels j'ai des contacts très étroits, mais dont j'ai pas pu parler dans mon livre Grégory, parce qu'ils veulent plus apparaître, ils ont trop souffert en fait des médias, donc moi je les comprends. Et donc même si on a des relations de confiance, mais je leur soumettais tout. Et je leur disais, Christine et Jean-Marie, pour raconter l'affaire, c'est important qu'on ait des images. On ne peut pas avoir que les images d'archives de l'époque et que les témoignages actuels. Et comme vous ne pouvez pas témoigner, je comprends pourquoi, ni vous ne voulez pas apparaître, il faut quand même qu'on puisse reconstituer des lieux fidèlement. Et la maison, elle permet plus de ça, enfin leur maison de l'époque à l'Épanche-sur-Vologne. Et donc, on peut reconstituer des décors. Mais moi, je m'interdis. On peut reconstituer des scènes rigolotes, mais on ne peut pas, et moi je trouve que ça, on devrait l'interdire même, parce que c'est la ligne jaune à pas franchir. On ne devrait pas reconstituer, en tout cas en série documentaire, en film documentaire, on ne devrait pas reconstituer des crimes avec des coups de couteau, avec des gens éventrés, avec des têtes décapitées. Moi, je vois ça sur des séries en France, mais je suis sidérée, quoi. Même sur Canal+. Et pourtant, il y a des bonnes séries sur Canal. Ben, j'ai vu des trucs comme ça qui m'ont énormément choquée. Je trouve qu'on devrait se mettre un peu des limites. Et donc... Grégory, on a essayé de travailler enfin en bonne entente avec les parents. Je vous dis, je leur disais tout. C'était compliqué parce que il y a 2 camps dans l'affaire Villemain. Donc ce petit garçon qui est jeté pieds et poings liés dans la Vologne, la rivière en bas de l'Épanche sur Vologne en 84. Et voilà, par la suite. Ses parents qui étaient très jeunes à l'époque, hein, ils avaient 24 et 25 ans, Christine et Jean-Marie Villemain, ou 24 et 26 ans, ils étaient très très jeunes, c'était vraiment un petit garçon magnifique. Et eux, en fait, Jean-Marie était très critiqué au sein de sa famille élargie, parce qu'il avait été contremaître dès l'âge de 21 ans. Dans une usine qui s'appelait Autocoussin, des coussins de voiture, alors que tous les autres de sa famille, mais famille genre 70 personnes, hein, famille élargie avec ses cousins, eux, ils étaient restés travailler à Granges-sur-Vologne, à Aumonzey, où est né Jean-Marie Villemain, et tous, ils travaillaient dans les filatures locales, ils étaient tous à la CGT, ils étaient tous restés prolos de base. Et lui, il devient contremaître. Donc déjà, au sein de la famille, il y en a qui commençaient à l'appeler le chef. Et en plus, il se marie avec une femme magnifique qui travaille elle aussi dans une usine de couture, qui commence à gagner pas mal d'argent. Jean-Marie Villemain a le tort, et il le reconnaît aujourd'hui et il s'en veut énormément, mais il a le tort voilà, il flambe, il frime, il a une super bagnole, il fait du judo, il montre sa richesse, il l'expose, et voilà. Et 2 ans
disons à partir de 80-82, il y a un corbeau qui commence, c'est-à-dire c'est le début du téléphone dans les Vosges, et il commence à harceler des membres de la famille Villemain. Et ce corbeau, il y a probablement plusieurs corbeaux, mais enfin, il y a un corbeau à la voix rauque qui revient dans les pires moments. Et d'abord, il est focalisé sur le père de Jean-Marie Villemain, sur Albert. Et le corbeau, il veut pousser au crime Albert. Il dit, tu te pendras, tu t'accrocheras comme ton père. Parce que son père s'était pendu. Enfin bref. Et ce corbeau, d'ailleurs, sur lequel Thibaut Solano, qui était tout à l'heure là, a fait La Voix rauque, qui est un livre formidable que sur le corbeau. Et donc, dans notre film, pour illustrer ce corbeau qui est de plus en plus déchaîné, qui va finir par écrire 3 lettres, quand il sent que les téléphones sont écoutés, que la gendarmerie est au courant, il écrit 3 lettres. Et la lettre de revendication du crime, qui est postée, mais au moment de l'enlèvement de Grégory, juste après le moment de l'enlèvement, parce qu'elle est postée à la poste de l'Épanche sur Vologne, elle dit... et elle est postée, elle arrive dans la boîte de Jean-Marie Villemain le lendemain. Elle dit ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, le chef. Voilà ma vengeance, pauvre con. Enfin, voilà, le mobile du crime, il est là. C'est de la jalousie, c'est de la haine intrafamiliale. C'est parce que Jean-Marie, il l'a dit à un moment donné, Jean-Marie Villemain, il a dit « On était tellement bien avec notre petit, on était tellement heureux, c'était tellement un gamin formidable, et on était tellement heureux avec Christine, qu'en fait, le corbeau, ce qu'il a voulu, c'est nous voler notre bonheur. » Et c'est assez beau, et c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, donc, il y a eu un suspect qui était le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, qui lui venait juste de devenir contremaître, mais qui avait mis 4 ans à devenir contremaître dans son usine, qui en 81, à un moment où il était au chômage, avait croisé Jean-Marie en lui disant « Mais dis donc, tu pourrais pas me faire embaucher dans ton usine, la Autocoussin ?» Et Jean-Marie a eu le tort de répondre un peu vite « Non, non, il n'y a pas de place ». Et tout ça lui est revenu après, évidemment. Il y a des rancœurs accumulées, je pense, pendant des années, au sein d'un petit clan d'exclus de cette famille. Et il faut savoir aussi que Bernard Laroche avait un enfant exactement du même âge que Grégory, sauf qu'il avait un problème, il avait un drain à l'oreille, il avait une encéphalite. Donc, il avait commencé l'école maternelle après Grégory. Et... juste le septembre 84, il prend l'école, le petit Sébastien Laroche, et un dimanche, en fait, un repas de famille, il y a Christine Villemain qui apprend par Ginette, une de ses belles-sœurs, que Marie-Ange, elle n'est pas contente parce que dans la cour, la maîtresse elle fait pas attention, il faudrait faire attention à Sébastien, faut pas qu'il joue avec les gamins, les autres gamins, etc. Et Christine avait répondu à ce repas de famille, non mais attends, Marie-Ange Laroche, qu'elle mette dans une institution spécialisée son fils, s'il peut plus jouer ou si les autres peuvent pas jouer avec lui, c'est pas la peine. Tout ça fait que, c'est 15 jours plus tard, c'est 15 jours après cette scène que Grégory est enlevé, probablement par Bernard Laroche, parce que quand même, il y a des indices en dehors du témoignage de sa jeune belle-sœur Muriel Boll à la Rousse, qu'on voit de temps en temps, qu'il a emmené dans sa voiture pour justement garder Sébastien qui était à l'arrière. Et Muriel Boll était la nounou en fait de Sébastien. Et donc Bernard Laroche vient la chercher au collège. Ça, elle l'avait raconté dans un premier temps. Muriel Boll, il va sur les hauteurs de l'Épanche sur Vologne. Muriel Boll disait qu'il les laisse, elle et le gamin Sébastien, dans la voiture. Il s'absente 5 minutes, il revient avec un petit garçon qui porte un bonnet. Mais par la main, il le tient par la main, parce que Grégory Villemain, il connaît Bernard Laroche, il connaît toute la famille. Et qu'ensuite, il a mis Grégory derrière avec son enfant, et ils sont descendus jusqu'à Dossel, là où il y a la rivière.
Et là, que Bernard est descendu avec le petit garçon au bonnet, il s'est absenté 5-10 minutes, il est revenu, il était tout seul. Et ils sont partis. Donc, et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la voiture verte de Bernard Laroche avec une femme rousse sur le siège passager a été vue aussi par une fermière, Madame Clodon, sur les hauteurs de l'Épanche. Il y a plusieurs éléments qui corroborent ça. Donc pour moi, voilà, il n'y a plus la preuve, et pour cause, parce que le petit juge Lambert, qui était le juge un peu solitaire d'Épinal à l'époque, voilà, ces petits tribunaux où en fait il y a 1 ou 2 juges d'instruction et qui tout à coup se retrouvent avec une affaire nationale monumentale comme ça. Bon, le juge Lambert, ça lui est monté un peu à la tête. Il paradait dans Paris Match, il se prêtait à des séances de photographie. Enfin, vous verrez si vous regardez ma série Grégory, à un moment on le montre, c'est hallucinant. On a même des cassettes audio du journaliste qui lui dit bon alors est-ce qu'on peut faire des photos? Ah non, pas à votre bureau et tout. Et juge Lambert qui dit bon écoutez, disons que samedi j'irai au marché. Voilà, et en fait après il y a parfois les gros clichés de Lambert et tout. Donc le juge Lambert n'était pas non plus très bon en procédure, ce qui fait qu'il avait inculpé au départ Bernard Laroche pour l'enlèvement et l'assassinat de Grégory Villemain, et que d'ailleurs il a révélé lors d'une conférence de presse, le juge, qui était sa source. En gros, il y a un journaliste qui lui dit mais comment vous le savez là, Bernard Laroche, c'est Muriel Boll? Et enfin il dit oui. La petite Muriel Boll qui avait avoué chez les gendarmes, qui avait raconté tout ça, elle se retrouve, en fait, c'est son beau-frère qu'elle a dénoncé. Et son beau-frère, à cause d'elle, il vient d'aller en prison. Et donc, elle a sa sœur, Marie-Ange Laroche, qui est mariée avec Bernard, sur le dos. Elle a toute sa famille sur le dos, la gamine. Et visiblement, elle se prend des claques, elle se prend des coups le soir même. Et 2 jours plus tard, avec sa mère, ils vont chez le juge Lambert. Elle se rétracte. Voilà. Et donc, le juge Lambert, après, avait fait des erreurs de procédure, ce qui fait que les avocats de Laroche, ils ont fait annuler toute une partie des pièces de la procédure. Et du coup, des pièces importantes qui incriminaient, voilà, il y avait des dictées, il y avait des expertises graphologiques, il y avait une expertise de la lettre de revendication qui a été un peu salopée avec la poudre, comment ça s'appelle, la poudre de perlimpinpin grise qu'ils mettaient à l'époque les gendarmes. Enfin, il y a plein de pièces de procédure qui sont annulées. Donc après, il reste plus grand-chose contre Bernard Laroche. Donc ses avocats disent vous le remettez en liberté, monsieur le juge, hein, là, vous n'avez rien dans votre dossier. Le juge Lambert l'a remis en liberté, Bernard Laroche. Et puis Jean-Marie Villemain a fait l'énorme. Donc c'était la tragédie dans la tragédie. Il est allé buter Bernard Laroche, il est allé le tuer parce qu'il était persuadé que c'était l'assassin de son fils qui était en liberté. Et ça, plus ou moins, il y a le rôle de Jean Kerr, le journaliste de Paris Match, que vous verrez dans la série, qui n'était pas net à l'époque, parce que à la fois les Villemain l'aimaient bien, Christine et Jean-Marie, parce qu'il leur apportait des informations sur l'enquête, mais à la fois il les a remontées. Il leur a fait écouter en fait des enregistrements qu'il avait fait lui-même du procès-verbal de Muriel Boll, par exemple. Et Jean-Marie, il a attrapé le fusil, il disait je vais aller le buter Laroche. Et après Jean Kerr essayait de ramer comme il pouvait en disant non, faut pas faire ça. Il a évité une fois l'assassinat de Bernard Laroche, et puis une autre fois Jean Kerr était pas là, et puis Jean-Marie il y est allé et il l'a tué. Et du coup, je veux dire, on ne saura jamais, puisque l'extinction des poursuites est pénale à partir du moment est éteinte à partir du moment où quelqu'un est décédé. Donc l'instruction continue encore, parce qu'il y a peut-être des complices. C'est-à-dire aujourd'hui, on en est l'instruction à Dijon sur l'hypothèse d'un Bernard Laroche ayant enlevé l'enfant et l'ayant peut-être remis à 1 ou 2 personnes en bas. C'est-à-dire que c'était un espèce de complot familial fomenté à plusieurs, et c'est pas forcément Bernard Laroche qui l'aurait tué.
Voilà. Donc, attends, je ne sais plus quelle heure il est, là, il faut que je fasse gaffe. Ah bah voilà, bah, je suis trop longue. Bah, je vous fais vite fait la fin, alors... Ah mais c'est incroyable. Bah, je voulais vous parler du magot, mais bon, ça va être... Disons que le magot, ça c'est un scoop que j'ai trouvé. Je connaissais bien le gang de braqueurs des années 80, les postiches, qui attaquaient les banques à Paris dans les années 80. J'avais fait un livre sur eux en 2004. Après, il se trouve que 1 mois plus tard, je reprends mon boulot à Libération. Et là, la première grosse affaire qui me tombe dessus, c'est Fourniret. Et là, parmi les crimes de Michel Fourniret, il y en a un, dit sa femme Monique Olivier, qui est différent des autres, c'est-à-dire c'est pas des petites filles pour des crimes sexuels, mais c'est une adulte, Farida Amish, et là c'est crapuleux, c'est juste pour aller voler un magot dans un cimetière. Et donc, moi, dans mon livre sur les postiches, ils ont perdu un magot dans un cimetière. Mais là, je vais vous la faire courte, parce qu'en fait, demain, on a enregistré déjà avec Fabrice Drouel pour Affaires sensibles sur France Inter, c'est sur le magot. Donc, il raconte mon histoire. Donc, j'ai fait un bouquin là-dessus, qui est là. Et il y a aussi une série qu'on peut voir en replay sur Canal. Il faut faire en replay Canal. Ça s'appelle Le Magot. Et là, c'est 4 épisodes. Ils sont... ça a été diffusé en décembre 2022, là, donc c'est récent. Et où j'ai 22 témoins, dont plein de policiers, dont 2 anciens du gang des postiches. Et voilà, c'est raconté c'est assez rock'n'roll. Voilà. Et le grêlé, j'ai pas parlé du grêlé, alors c'était le plus important. Donc le grêlé, ça c'est mon dernier livre. Et c'est un cold case, donc disons de 1986 à 2021. La brigade criminelle de Paris enquêtait sur un type à la peau abîmée, qui avait été surnommé le grêlé. Et au départ, en 86, il avait tué des fillettes et il les avait violées à Paris dans des sous-sols. Et le type, en même temps, l'ADN bien plus tard, donc 10 ans après, donc 96, permettra de relier ce même criminel à un double meurtre d'adultes dans le quartier du Marais à Paris avec torture, acte de barbarie, une fille crucifiée, son patron garrotté à l'espagnol avec des liens qui lui enserrent le cou, les pieds, un tisonnier qui attache le tout. Donc, le type, sans l'ADN, jamais les enquêteurs auraient pu faire le rapprochement entre des crimes aussi différents. Et donc, ce grêlé, c'était un cold case assez méconnu en France, même s'il y avait eu un film de Jean-Xavier de Lestrade qui était vraiment pas mal, un film documentaire qui s'appelait Qui a tué Cécile Bloch, je crois en 2010, et il y avait eu un truc de France 2, mais quand même cette histoire était méconnue. Et moi, comme j'avais mes entrées au Quai des Orfèvres, et j'avais fait une immersion à la brigade criminelle 12 jours en 99, j'entendais tout le temps parler du grêlé. Et il y avait un chef de groupe, celui qui avait le premier crime du grêlé, qui était donc Cécile Bloch en 86. Il m'avait dit un jour, mais ça fait 5 ans qu'on a cette histoire et on n'arrive à rien et on n'arrive pas à le choper, ce type, et ça me taraude et ça me turlupine. Et donc j'avais des bribes, mais comme il y avait plein de dossiers, plein de secrets, plein de trucs épars avec des juges différents, des enquêteurs différents et tout, c'était extrêmement compliqué de s'y retrouver. Et donc j'ai fait j'en ai très peu parlé quand je travaillais à Libération. Et quand je suis partie en 2015, après Charlie, et parce que je voulais faire plus de scénarios, plus de travail en profondeur, parce que voilà, j'avais fait 29 ans de quotidien sur les faits divers, je me suis dit, bon, là c'est le moment de prendre un peu plus de temps. Et là, c'est un des sujets, je m'étais dit, le grêlé, il faut que je me le coltine, il faut que je fasse un vrai travail de fond là-dessus. Et du coup, j'en ai fait une série sur un site qui s'appelle Les Jours, une série de papiers très longs, donc des feuilletons. C'est devenu la 3e partie de mon livre sur le 36 Quai des Orfèvres, parce que c'était le cold case du 36 Quai des Orfèvres. Et là, ce type-là,
enfin, il avait des méthodes. Un de ses modes opératoires, c'était de se présenter, d'aborder des jeunes filles, des adolescentes, avec une carte tricolore. Il avait un talkie-walkie, il avait des menottes, il avait tout l'attirail du flic, quoi. Il se présentait comme un policier pour des contrôles d'identité. Et ça, j'en avais fait un podcast aussi après, je pense 2019. J'ai fait 8 épisodes de 20 minutes où je réinterviewais. En fait, j'avais 8 témoins au micro, enfin que j'interviewais, et moi je racontais aussi l'histoire. Et après coup, j'ai réentendu le truc que j'avais pas réécouté, et je demandais à un des enquêteurs, mais t'es sûr quand même que c'est pas un vrai policier? Parce qu'en fait, il le prenait, il se disait faux policier, fausse carte de police, c'est trop gros, le mec, c'était inimaginable, impensable pour eux qu'un collègue puisse faire ça. Bon, bref. Et le 30 septembre 2021, j'ai un coup de fil le matin, un policier qui m'appelle, il me dit « Patricia, c'est top secret. Mais là, ton grêlé, je pense qu'on l'a. » Je dis, non, mais c'est pas possible. Ouais, mais il s'est suicidé. Je dis, non, mais c'est pas vrai. Et en fait, on apprend ce jour-là que du côté de Montpellier, en fait, les enquêteurs, au bout d'un moment, et la dernière juge, Nathalie Turquet, ils sont arrivés à la conclusion, mais bon, je vais pas vous spoiler tout le bouquin, parce que c'est dedans, que ça ne pouvait être qu'un gendarme de la garde républicaine ayant travaillé à Paris en 87. Et il y en avait 750, et la juge a décidé de faire prélever l'ADN des 750, sauf qu'ils étaient disséminés sur le territoire. Et voilà, à Montpellier, il y en a un qui est convoqué, il s'appelle François Vérove, et le type, en fait, il est convoqué 5 jours plus tard. Il dit « Oh, bien sûr, je viendrai ». On lui dit pourquoi il est convoqué. Assassinat de Cécile Bloch en 86, tentative sur Sarah, enfin, que des trucs. Et le type, voilà, il a organisé sa disparition, il s'est suicidé. Et il se trouve que entre 83 et 88, donc il était au régiment de cavalerie de la garde républicaine à Paris, caserne des Célestins, marié. En 88, il est rentré dans la police nationale. Et voilà. Et donc mon livre, il s'appelle « Le grêlé, le tueur était un flic ». Et là, je suis en train de l'adapter avec le cinéaste Elie Wajman pour France 2. On fait une série docu-fiction avec le côté fiction, c'est plus je fais jouer un expert psychiatre des tueurs en série son vrai rôle. Je lui demande une expertise posthume de François Vérove et je lui donne tous les éléments que j'ai pour analyser dans la bio de Vérove, etc. Donc on a à la fois les témoins, les victimes, les enquêteurs, etc. Le fil documentaire imbriqué avec ce psychiatre. Et ça s'appellera Insoupçonnable, mais ce ne sera pas avant septembre 2024, je pense, sur France 2. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. J'ai débordé. Question. Ah, vous n'avez pas de questions? Ben non. Oui, bonjour. Je reviens sur l'affaire Grégory. Oui. J'aimerais avoir votre opinion, parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre du colonel de gendarmerie qui avait suivi l'affaire. Alors c'est vrai que ce bouquin, il m'a beaucoup remué, parce que bon, il était très très critiqué. Et oui. Vous qui étiez donc dans le bain, si on peut dire, quelle est votre opinion sur cette action des gendarmes, quoi, et de la gendarmerie en général, des enquêteurs? Je trouve que c'est le colonel Étienne Sesma, qui était à l'époque le capitaine de gendarmerie à Épinal. Ils ont mené les premières investigations. Je dois dire que son livre, je le trouve très bien. Et que, pour le coup, je trouve que les gendarmes ont bien enquêté au départ. Et ils étaient sur la bonne piste. Après, on peut critiquer la manière d'arriver sur une scène de crime. On les voit tous, mais ça, la police nationale, la police judiciaire faisait pareil à l'époque. C'est-à-dire qu'on les voit, ils sont tous en train de piétiner les bords de la rivière, de sortir Grégory, c'est un pompier qui le sort de l'eau, de l'amener, tout le monde touche les vêtements de Grégory, ils le mettent sous une couverture, ils l'emmènent. Bon, à l'époque, on est en 84, la police technique et scientifique, c'est néant en France. D'ailleurs, c'est suite à l'affaire Grégory que la gendarmerie nationale a créé l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est maintenant topissime au niveau scientifique,
Ils font des trucs incroyables. Par exemple, ils ont maintenant un laboratoire à l'intérieur de l'IRCGN qui analyse les diatomées. C'est-à-dire, c'est les petites algues qu'il y a dans l'eau. Eh bien, si, à l'époque, on avait analysé l'eau dans les poumons de Grégory, pour savoir si c'était vraiment l'eau de la Vologne, et le vérifier, ça aurait évité des sales rumeurs, parce qu'après, évidemment, le juge Lambert a pris pour cible Christine Villemain, l'a même inculpée alors qu'elle était enceinte d'un autre enfant pour l'assassinat de son fils sur la base de conneries, de rien du tout. Tout a été démonté en 93 par la chambre d'accusation, enfin par la chambre de l'instruction de Dijon, dont elle a eu un non-lieu, etc. Mais voilà, quand même, elle se retrouve en 85 en prison. Et il y avait une rumeur qui accusait Christine Villemain, en gros, d'avoir eu un amant ou pas d'amant, en tout cas d'avoir par accident qu'elle n'aurait pas fait attention à son fils et que Grégory se serait noyé dans la baignoire par faute de surveillance et que elle aurait maquillé ça en assassinant, en allant le jeter dans la Vologne. Eh bien, si il y avait eu cette analyse des diatomées, on aurait vu si c'était l'eau du robinet ou si c'était l'eau de la Vologne, et c'était levé. Et donc, Sesma, enfin, les enquêteurs, ils ont fait faire des cassettes d'enregistrement de voix du corbeau, ils ont fait faire des dictées pour retrouver le corbeau, ils étaient proches, ils avaient les éléments, ils ont eu le témoignage de Muriel Boll, ils ont eu le témoignage de la fermière d'à côté, voilà. Et Laroche a été inculpé. Sauf qu'après, on avait la guerre des polices, donc on avait la police judiciaire de Nancy avec le commissaire Corazzi, qui était le cadre de la brigade criminelle de la PJ de Nancy, qui depuis le début voulait ce dossier. On avait un journaliste tout puissant dans la région, à la fois correspondant d'RTL avec sa femme, donc c'était Bézina. Bézina, il avait un trust avec sa femme. En gros, il noyautait un tiers des médias français dans l'Est de la France, hein, à la fois RTL, Le Point, le Journal du Dimanche, je sais plus, il y en avait une quantité incroyable. Et lui, depuis le départ, il était allé voir le capitaine Sesma à la gendarmerie dès le lendemain le soir même, le lendemain du crime, et il connaissait pas particulièrement Étienne Sesma, le capitaine Sesma. Et Bézina arrive, poireaute, attend Sesma, et qui arrive, et Bézina s'engouffre dans le bureau. Mais Sesma lui dit: attendez, on est dans un bureau de gendarmerie, là, on est sur une enquête chaude, on ne se comporte pas comme ça, monsieur. Et l'autre lui dit: ouais, j'en ai vu d'autres, on se connaît pas bien, mais c'est quoi votre impression? Parce que moi, la mienne, c'est tout trouvé. Hein. Cherchez du côté de la mer. Capitaine Sesma, il dit: attendez, cherchez du côté de la mer, qu'est-ce qui vous permet de dire un truc comme ça? Croyez-en ma vieille expérience, c'est la mer. Donc, dès le départ, Bézina, et comme il faisait la pluie et le beau temps avec les médias, et qu'il était copain avec le juge Lambert, qu'il était copain avec Gérard Welzer, qui était l'avocat de Bernard Laroche, ils ont fait une espèce de trust, et la gendarmerie a été dessaisie par le juge Lambert au profit de Jacques Corazzi. Voilà. Et si vous avez l'occasion de regarder ma série Netflix, donc Grégory, vous verrez qu'on l'a interviewé, le commissaire Corazzi. Et il dit un truc épouvantable, et que moi j'ai tenu à laisser. C'est archi sexiste, mais ça montre bien comment il est. Il raconte dans la série, il dit là, dès qu'on prend l'enquête, on interroge Jean-Marie Villemain, on interroge, pas de souci, Christine Villemain. Alors elle, franchement, elle est là, hyper apprêtée. Bon, ok, elle est habillée en noir, elle est en deuil, elle est en noir, mais bon, hyper sexy. C'est pas l'attitude qu'on attend d'une mère éplorée qui a perdu son enfant. Non, mais... hallucinant. Comme quoi, les soupçons, ça peut partir de trucs incroyables. Et donc, il l'avait dans le collimateur. Et c'est lui avec... il dit un truc... dans la série aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des images de l'enterrement de Grégory, et quand le cercueil, le petit cercueil
est enfoui dans la terre. Il y a Christine qui pousse un hurlement mais déchirant et qui s'évanouit. Et ça, moi, pour les avoir monté ces images, c'est hyper dur, mais c'est hyper dur, il a fallu les voir, les revoir et tout. Et ça, quand on l'a fait écouter à plusieurs d'entre nous. Donc, Étienne Sesma, que j'ai interviewé pour la série, là, mon problème avec Étienne, Sesma, que j'aime beaucoup, c'est qu'il a beaucoup répété son témoignage, y compris à moi, et donc c'est toujours un peu avec les mêmes mots et toujours de manière un peu rigide. Et moi, pour la série de Netflix, je voulais qu'il soit un peu plus d'émotion quand même. Et je cherchais le moyen d'en provoquer. Et donc, je lui montre, pendant qu'on filme, je lui montre les images de l'enterrement et de ce cri de Christine. Et là, Sesma, il se met à pleurer. Il est totalement ému, mais totalement chamboulé. Quand on montre les mêmes images au commissaire Corazzi, lui, il dit, enfin bon, on en a vu, hein, on en a vu déjà des coupables qui s'effondraient. Quand on montre les mêmes images à Marie-France Bézina, donc la femme qui avait décrété que Christine était la sorcière, elle écrivait dans les journaux que Christine Villemain était une sorcière et tout. Elle est assise sur son canapé, elle regarde ces images et elle soulève les épaules comme ça, elle fait « Quel cirque !» Ça dit tout des gens, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, le temps étant écoulé, peut-être une dernière question. Vite fait, Marguerite Duras, non mais c'est un scandale. Et moi, je suis petite stagiaire à l'IB, c'est mon premier stage en 85. Au moment, donc juillet 85, quand Christine Villemain est inculpée par le juge Lambert, incarcérée, et que là, j'ai un chef à côté de moi, le chef des informations générales, et moi, je suis petite stagiaire, et je les entends avec Serge Julie qui dit « Non, mais c'est incroyable, elle est incroyable, c'est eux qui sont en train de dealer avec Marguerite Duras d'écrire cette tribune. » Et voilà, et je les entends qui disent, d'ailleurs je le mets dans la préface en fait de mon livre sur Grégory, c'est que je suis hallucinée de les entendre dire de Christine Villemain, non mais t'as vu, elle est géniale Christine Villemain, mais dans le sens, t'as vu comment elle cache bien son jeu avec sa gueule d'ange et tout. Moi je dis mais comment on peut accuser ça? Et après il y a cette tribune de Marguerite Duras, et après j'ai su les dessous. Évidemment, dans la série Grégory, j'interviewe aussi Denis Robert, qui était notre correspondant de Libération à Nancy, qui a dû accueillir Marguerite et son amant, et qui me raconte, et il le raconte dans la série, que en fait, il l'emmène sur les hauteurs de l'Épanche, mais de l'autre côté. Et donc, il est avec Marguerite Duras, qui lui tient la main d'ailleurs, à Denis Robert, et il y a 3 maisons. Et dont au milieu la maison de Christine et Jean-Marie Villemain. Et là, elle lui attrape la main à Denis Robert, elle dit « Oh, je le sens, je le sais, ce crime a existé dans cette maison. » Alors Marguerite, que j'adorais, prix Goncourt et tout, là, mais quelle déception, quoi. Quelle déception. Et en même temps, l'IB, enfin je veux dire, si on demande à un écrivain, comme Marguerite Duras, ou Carrère, ou autre, d'écrire sur un vrai fait divers. Moi, je trouve qu'on le met dans les pages livres ou on le met dans les pages idées, point de vue. On ne le met pas en événement dans les pages information d'un journal. Voilà. Elle est romancière. Elle n'est pas journaliste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors après, le titre. Mais quand Christine Villemain, elle me l'a raconté aussi, quand elle a vu ça, on lui a montré, évidemment, son avocat lui a montré. Christine V sublime, forcément sublime. Tout le monde entendait Christine V coupable, forcément coupable. En plus, Marguerite Duras lui trouvait des arguments. Parce que la maternité, c'est compliqué. On n'a pas envie d'avoir des enfants, c'est compliqué. Donc, on peut comprendre qu'on tue son enfant. Elle lui donnait des arguments pour expliquer le matricide. Non, mais c'est grave. Merci Patricia Tourangeau.